j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Fatou, la fondatrice de l'association Rêve Essentiel. Je suis accompagnée aujourd'hui de Aïssatou, Soumba, Dr Konaré et je suis très ravie d'être avec vous. Comme vous le savez, l'association Rêve Essentiel qui a été fondée en 2019 à Paris et aussi à Bamako depuis 2021. Notre association a pris une nouvelle tournure pour ceux et celles qui nous suivent. Désormais, nous proposons de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de l'accompagnement sur le plan spirituel, psychologique, nutritionnel, agroalimentaire. N'hésite pas à me reprendre Aïssatou si je le faut. Donc, Aïssatou. Alors, bonjour, moi c'est Aïssatou, je suis jeune infirmière, anciennement aide-soignante et je suis vice-présidente de l'association avec qui j'ai fondé l'association, avec Fatoumata présente, qui s'est présentée précédemment. Voilà. Et nous sommes accompagnés aussi de notre nouvelle, chère et tendre collaboratrice, partenaire de route. Je vous présente Soumba Koné, une fille super top. Elle-même, elle va se présenter, je pense que c'est beaucoup plus simple. Merci pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous, merci en tout cas. Donc comme elle l'a dit, moi c'est Soumba Koné, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans. Et je suis la présidente de l'association Africare Diaspora. C'est une association qui a pour but d'aider au développement de la santé en Afrique. Donc voilà. Je tiens à préciser que Soumba, les derniers dons qu'on a reçus de kits de dialyse, c'est grâce à l'association Africare Diaspora. Donc on remercie et on applaudit Soumba. Merci. Merci à vous pour votre confiance. Sachez que l'hôpital du Point G nous regarde aujourd'hui et ils sont très heureux. L'amicale des dialysés aussi nous regarde, ils sont très heureux. Donc merci à l'association de Soumba pour tout ce qu'il nous procure. Donc aujourd'hui le sujet, il est très important parce que j'estimais que dans cette éducation thérapeutique, qu'on voulait mettre en place désormais maintenant avec nos chers et tendres collaborateurs maliens. Donc comme je vous ai dit, il y a l'aspect nutritionnel, agroalimentaire, l'aspect aussi de l'accompagnement. Prends-moi s'il le faut, Astou, n'oublie pas. C'est plutôt très bien, c'est parfait. Non, il manque des choses, Ça va, on va rebondir là-dessus. On va rebondir là-dessus, exactement. Donc là, on est sur l'aspect psychologique avec le docteur Konaré. Alors sachez que le docteur Konaré, je l'ai fouiné, cherché, et je l'ai trouvé. Et je suis trop contente qu'il est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, docteur Konaré, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est normal. Pour nous, c'est vraiment un honneur en tout cas. Alors, docteur Konaré, nous avons besoin de savoir un petit peu qui vous êtes. Qui êtes-vous? Parlez-nous un petit peu de vous. Qui je suis? Oui. Docteur Konaré. Je suis Dubokolo Konaré, je suis malien d'origine, j'ai grandi au Mali, je suis arrivé en France pour mes études de psychologie, donc j'ai tout fait à Paris, licence, master, puis doctorat. Pendant mes études, je me suis intéressé à l'interculturalité, à la psychologie de la périnatalité aussi un peu en master, donc de la conception de l'enfant jusqu'à la naissance et un peu après l'enfance, à la violence et aux addictions. Et pour ma thèse, je me suis concentré sur la religion, l'islam et les émotions au Mali. Et depuis, j'exerce en libéral. J'exerce en libéral d'ailleurs avant l'obtention du doctorat. Donc là, ça fait 12 ans en région parisienne et en visio, pas mal avec des patients un peu partout autour du monde. Pendant mon parcours universitaire, j'ai également effectué un stage au Mali, à l'hôpital du Point G en psychiatrie en 2008. Et ensuite, j'ai été bénévole en 2011 et en 2012 au même hôpital, même service. Et pendant ces expériences, j'ai vraiment pu me confronter à la réalité des Maliens par rapport à la psychologie, par rapport à la santé mentale, mais pas que, parce que les personnes qui nous consultaient venaient pour d'autres types de préoccupations, mais on se retrouvait à s'occuper de leur bien-être général, donc avoir une prise en charge holistique, qui veut dire regarder tous les aspects et comment tous ces aspects ensemble, on peut les traiter pour que la personne se sente mieux. Donc c'était vraiment une super expérience, un grand honneur pour moi d'être à cet hôpital, dans le pays qui m'a vu grandir. Et une chose que j'ai trouvée vraiment marquante aussi, c'est que mon expérience au Mali a brisé une espèce de cliché que j'avais en tête, qui était qu'au Mali, on ne s'intéresse pas à la psychologie, ou que les gens ne consultaient pas. En fait, c'est pas vrai. Si on donne l'opportunité aux gens de consulter, ils consultent. Si ça se fait avec la bienveillance, l'autorité du médecin, les gens se sentent autorisés à consulter en psychologie et en psychiatrie aussi. Et donc finalement, j'ai eu pas mal de patients qui venaient dans mon bureau pour des problématiques très diverses,
la problématique du deuil, aux troubles obsessionnels, problématiques aussi liées aux addictions. Il y avait vraiment des choses très diverses. Très diverses. Voilà. Mhm. Donc D'accord. un coup pour faire le tour sur ce que je fais, D'accord, bah, c'est sur super. mon parcours, et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui me permettront d'aller plus en détail. Bien sûr. Et sur le point de vue maladie, c'est-à-dire que oui, le deuil, c'est une chose, comme vous avez dit, et quand une personne apprend qu'elle est malade, tout simplement, est-ce que cet aspect-là, psychologiquement parlant, vous avez pu accompagner des personnes qui ont appris une maladie, hein, peu importe la maladie, et qui a eu du mal justement à gérer cette situation-là, parce qu'apprendre une maladie, c'est quelque chose de très, très, très dur avant d'accepter, parce que l'acceptation aussi, c'est très, très long. Donc, est-ce que vous avez pu accompagner des patients au Mali? Parce que là, Moi, j'ai été là plutôt après le diagnostic, après que le diagnostic a été posé. Donc, une fois que les personnes sont informées, que leurs familles sont informées, par la suite, elles venaient au service. Et donc, d'ailleurs, les gens pouvaient venir pour d'autres raisons qui ne sont pas liées directement à la maladie, en tout cas d'apparence. On se rend compte que la maladie tient une place essentielle. Donc, des personnes qui peuvent consulter pour des troubles anxieux, pour des difficultés à dormir. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement que c'est l'effet physique, l'effet somatique de ce qui est en train d'arriver. Donc, c'est pas parce que les gens ont beaucoup de douleurs que ça les empêche de dormir, bien sûr. mais parce que les préoccupations autour de la maladie, de soi-même ou de proches, font qu'on est dans un état particulier. D'accord. Et puis, il a fallu pour moi aussi me familiariser avec les termes, des mots que je connais en bambara mais que je n'aurais pas utilisés C'est ça. nécessairement dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Donc, on va dire par exemple que Morokono Ganendo. Et moi. Kokoro Emui, hein, te bamanaka. Ah, En oh, français, t'es pas mal à l'info. Kono Ganendo, ça veut dire je suis angoissé. On l'emploie tous les jours, D'accord. mais l'employer dans un sens, dans un contexte médical, c'est quelque chose qui ne m'aurait pas traversé l'esprit Bien en sûr. réalité. Donc j'ai dû me refamiliariser avec ça en étant au Mali. Mais je pense qu'un autre aspect de la question, auquel je n'ai pas participé directement, c'est l'annonce des maladies Oui. ou du diagnostic. Ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait souvent en amont. Et dans mon expérience, c'est pas si simple que ça pour les médecins. Les médecins sont des êtres humains aussi. Ils ont leur vulnérabilité, ils ont leurs émotions, leurs propres problématiques. Et donc, annoncer ces mauvaises nouvelles aux gens, c'est pas toujours si simple que ça. Et donc là, ça me fait me dire qu'il y a l'annonce à gérer pour les patients, mais il y a aussi de la place pour les psychologues auprès des autres soignants. Bien sûr. Vous, en tant que docteur psychologue, quel constat vous avez fait avec ce partage d'expérience que vous venez d'évoquer là-dessus? Quel constat vous faites de manière générale de la santé mentale en Afrique et plus précisément au Mali, sur les perceptions culturelles de la psychologie et également les tabous? Voilà, sur cette question. Vous ne passez pas par 4 chemins. Oui, c'est ça. C'est une question essentielle parce que on a tous, je disais tout à l'heure, on a tous les clichés dans l'esprit de les Africains ne vont pas chez les psychologues. Mais aller chez les psychologues, c'est une chose, mais la perception de la santé mentale, c'est autre chose. On a culturellement des compréhensions de la santé mentale. On a des diagnostics qu'on va donner culturellement. Des diagnostics qui vont tourner autour du magico-religieux, sur des questions de possession, des questions d'ensorcellement, etc., etc. Mais on a aussi des diagnostics qui font sens. Par exemple, pour des personnes qui sont sous le spectre autistique, on peut se dire tout simplement que ce sont des gens qui ont une manière d'être particulière, Bien sûr. ou dont l'esprit occupe un autre espace, est dans un autre espace. C'est ça. Donc, je trouve que on ne pathologise pas toujours ce qui se passe. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que on n'a pas cette isolation sociale des personnes de dire « Ah, cette personne est anormale, donc on ne traite pas du tout ». Bien sûr. Donc, on aborde les gens, je trouve, avec une certaine compassion, de se dire on essaie de trouver un sens culturel à ce qui est en train de se passer pour la personne. Mais il faut aussi dire que ça peut donner lieu à du déni de choses très profondes. On ne va pas consulter parce qu'on se dit soit ça va passer, soit c'est quelque chose avec des remèdes traditionnels qu'on pourra faire passer. Et pas toujours. Donc, lorsque les personnes arrivent en psychiatrie ou chez le psychologue, la situation est déjà un point qui n'est pas très évident à gérer. Je pense par exemple au cas où ce n'est pas totalement du lieu de la psychologie, c'est plutôt neuropsychologie de manière générale, mais pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles par exemple, ou les personnes dans le spectre autistique,
ou ce sont des conditions développementales où si on avait amené la personne plus tôt, on aurait pu faire un travail d'éducation, on aurait pu faire un travail de psychomotricité, etc., une prise en charge plus globale. Pour la santé mentale et émotionnelle, d'une manière plus large, on peut dire aussi que l'état peut se dégrader et puis surtout on a le temps de se faire du mal et de faire du mal aux gens autour de nous. On peut tomber dans les addictions. Les addictions, pour moi, il faut dédramatiser. Les gens ne deviennent pas addicts parce que ça leur fait plaisir de juste dire je vais me faire du mal, mais parce qu'elles sont à la recherche, ces personnes, de solutions, d'un état où elles se sentiront mieux. Donc chacun trouve comme il peut trouver. Et donc quand on n'est pas traité, on a le temps de passer par toutes ces phases et donc de se détruire. Et on peut aussi avoir des relations avec son entourage qui sont pires encore et encore. Et c'est la raison pour laquelle consulter, c'est un élément, je pense, capital. Mais sur les représentations aussi des gens, sur le fait de considérer la maladie mentale ou les difficultés psychiques et émotionnelles de manière générale, je dirais qu'on a ce discours qui est « oui, mais chez nous, quand on a des difficultés, si ce n'est pas la folie, entre guillemets, si jamais c'est des problèmes du quotidien, on peut en parler autour de nous, la famille est là, etc. etc. » Moi, j'ai envie de dire, oui, la famille est là, c'est très bien, mais quand on parle de pathologie ou qu'on parle de problèmes qui sont ancrés, qui sont profonds, que la personne peut trouver infamant, que la personne peut trouver que ce sont des choses dont elle a honte, ou la personne trouve même qu'elle a essayé de s'exprimer mais qu'elle n'a pas eu de retour comme elle le souhaitait avec son entourage, dans ce cas, il faut que le psychologue intervienne. Bien sûr. Et c'est comme ce que j'aime dire, j'aime toujours donner cet exemple ici en France, c'est pas la même chose de parler à un psychologue et de parler à son voisin ou sa voisine de palier. Vous pouvez avoir une super conversation avec vos voisins, ça va bien se passer, vous allez vous sentir vidé, etc. etc. Mais c'est pas pareil parce que c'est une relation en continu dans le quotidien. Avec le psychologue, c'est cadré, l'espace est là. Vous déposez la parole, vous avez une garantie de confidentialité, vous avez une personne qui a de l'expérience avec d'autres personnes encore. Vous avez aussi cette facilité-là à passer d'un espace à l'autre parce que vous quittez l'espace du psychologue, vous retournez dans le quotidien, presque comme si de rien n'était. Ah, quelque chose peut être quand même assez bizarre avec son voisin, sa voisine à qui on a livré quelque chose. Et puis la personne n'a pas d'obligation éthique de se taire suite à ce que vous venez de lui dire. Et puis il y a aussi les enjeux de relation qu'il y a entre nous et ces personnes qui font que si on est un peu fâché, on est un peu de mauvaise humeur tel jour, ça impacte la relation qu'on a avec la personne et ce qu'on peut recevoir comme appui de la part de cette personne. Le psychologue, c'est pas la même chose. C'est une personne qui est tierce, c'est une personne qui est neutre et qui est bienveillante en même temps. Et je pense que ces choses valent ici, elles valent en Afrique aussi. Donc la famille et son appui, c'est très bien, mais le psychologue, c'est un professionnel, c'est son métier, ça vient avec des garanties, ça vient aussi avec des ressorts de redevabilité, de comptabilité suite à ses actions. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair, c'est très développé. Moi j'ai appris, en quelques secondes. Franchement, très enrichissant. Oui. Et du coup, on voulait savoir aussi, dans votre expérience en tant que psychologue en Afrique, enfin au Mali principalement, quels défis vous avez rencontrés dans la prise en charge de ces patients et quel a été l'impact dans la prise en charge? Merci pour la question parce que c'est une question à laquelle moi j'ai beaucoup réfléchi et ayant été stagiaire et bénévole, même si je ne suis pas resté si longtemps que ça. J'ai trouvé que un défi principal pour la prise en charge, c'est le fait que très souvent lorsque les personnes arrivent, il faut faire un gros travail de pédagogie. Mais c'est normal ce travail de pédagogie. On va dire, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Il y a les croyances, il y a le magico-religieux, etc. Il faut dédramatiser, poser dans un cadre, dire voici le diagnostic, voici le pronostic qu'il y a. On peut faire un travail. Rien n'est impossible. Moi, je suis l'une de ces personnes qui croient beaucoup au diagnostic. Je sais que le diagnostic, ça a l'air de figer ce qui se passe parce qu'on se dit, bon, on a donné le diagnostic, la personne va se l'approprier et on ne pourra pas passer à autre chose, elle va focaliser que sur ça. Mais j'ai une idée de montrer un diagnostic pour avoir un cadre de discussion avec les gens. Voilà ce qui est en train de se passer. Comme on a ce diagnostic, voici les propositions qu'il y a en termes de traitement, en termes de pronostic aussi, de qu'est-ce qui peut se passer pour la personne. Et donc, ça nous permet de mettre en place tout un système thérapeutique.
est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Est-ce qu'il faut des groupes de parole? C'est ça. Est-ce qu'il faut des entretiens individuels? Est-ce qu'il faut des activités supplémentaires? Est-ce qu'il faut des jeux? Est-ce qu'il faut des activités physiques? Donc dès lors qu'on a repéré ce qui se passe, ça nous permet d'avoir ce plan d'action. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je trouve aussi qu'en termes d'impact, là où on peut avoir des difficultés en tant que soignant, à un niveau personnel, c'est la question du suivi, où on parle avec des gens, on a l'impression qu'on a lancé une machine, et finalement les gens arrêtent de venir. Ouais, c'est ça. Ils se rendent compte qu'ils vont un peu mieux, donc ils se disent « Ah mais en fait, pourquoi on va venir ?» Ou les gens arrêtent de prendre les médicaments aussi. Et ça peut être pour des tas de raisons, parce que, et c'est pareil ici, les gens n'aiment pas prendre les médicaments, donc ils se disent la perspective de prendre des médicaments tout le temps, ça leur plaît pas, et ils se disent si je vais chez le médecin ou le psychologue, voilà, ça va être barbant, ils vont me répéter les mêmes choses encore et encore, et j'ai pas envie de ça. Ça existe pour les maladies psychiques ou les difficultés psychiques, mais ça existe aussi pour les maladies somatiques, ou je pense que les maladies chroniques, typiquement on voit ça, les gens qui ont des maladies auto-immunes, les personnes qui ont des difficultés, des maladies liées aux reins, liées à d'autres organes. L'idée que vous devez prendre des médicaments, vous devez suivre un traitement, continuellement, c'est difficile à entendre. Très longtemps. Ouais. Et donc les gens décrochent. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens décrochent. Une autre raison, c'est que moi, je crois, et mes collègues avec qui je corresponds à Bamako aussi croient au fait qu'on ne peut pas, dans une société comme la société malienne et comme d'autres sociétés africaines, faire l'économie de la collaboration avec les tradithérapeutes. Les gens iront voir les tradithérapeutes. Les gens vont souvent voir les tradithérapeutes avant de venir nous voir. Donc, il faut qu'on intègre ce fait et qu'on arrive à faire une bonne alliance avec les gens, tenir compte de ce fait et ne pas nous dire voilà, ne retournez pas chez les tradithérapeutes, c'est fini. Voilà. Il faut qu'on fasse les choses d'une manière très prudente, pouvoir leur dire, ok, ce que vous faites, on l'entend, tant que ça ne va pas à l'encontre des médicaments que vous prenez avec nous, continuez à le faire. Mais malheureusement, on a des tradithérapeutes ou des religieux qui peuvent dire, j'ai un exemple particulier en tête. On veut connaître, on veut tout savoir. C'était il y a longtemps, et bon là il n'y a pas de moyen du tout de savoir de toute façon parce que c'est tellement général comme exemple. C'est une personne qui nous disait « Je ne veux plus que ma fille prenne les médicaments parce que le prêtre a dit que si elle prend les médicaments, Jésus ne pourra pas entrer dans son cœur. Oui, bah c'est ça. Et donc elle n'aura pas cette clairvoyance religieuse, spirituelle, et donc j'ai arrêté de donner les médicaments à mon enfant. » Et là on se dit quand même c'est dommage parce que nous on fait un travail, la personne va mieux, et d'autres soignants disent non, il faut arrêter ça et gâchent le travail, alors que nous, on est dans une posture d'ouverture par rapport à ces autres soignants. C'est ça. Et donc, il y a aussi un travail à faire de pédagogie de la part des psychologues, de la part d'autres soignants, d'aller vers ces gens, de leur expliquer le métier qu'on est en train de faire et de leur dire c'est pas une concurrence. On n'est pas sur un marché du soin où voilà, vous aurez moins de clients, entre guillemets. Si on part du postulat qu'on veut tous le bien pour ces personnes, alors on doit collaborer ensemble, on doit essayer de se comprendre. Et moi, j'avoue que c'est l'une de mes difficultés ici en France, c'est l'idée de la collaboration avec les tradithérapeutes. Je ne veux pas jouer aux sorciers modernes, je ne veux pas jouer aux tradithérapeutes, je ne peux pas faire de prescription aux gens de « allez faire telle cérémonie, ça va vous faire du bien ». Je connais un peu la religion, je sais un peu comme les soins religieux marchent, les ruqyas, les exorcismes en islam. Mais je ne peux pas le faire. Et ce dont moi je ressens le besoin d'avoir, c'est d'avoir des partenaires tradithérapeutes ou religieux dont je ne connais pas la science, mais vers qui je peux orienter. En disant par exemple, cette personne connaît bien les plantes. Allez la voir en disant, cette personne, je sais que c'est une personne qui est lettrée en islam, qui pourra vous faire un accompagnement, donc allez la voir. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça aujourd'hui. Et même, ça vaut en Afrique, ça vaut ici. Les gens veulent des soins holistiques. Les gens sont prêts à expérimenter des tas de choses. Si ça marche, ça peut être l'hypnothérapie, ça peut être la naturopathie, etc. Et est-ce que justement
vous parliez de l'observance en fait du traitement. Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect financier aussi qui joue en Afrique, parce que c'est une réalité. Souvent, les gens ils vont tardivement dans les hôpitaux, etc. Quand ils ont une pathologie, parce que y a cette notion que l'hôpital coûte cher, c'est un coût, et du coup ils vont lorsque malheureusement la maladie s'est aggravée. Est-ce que vous avez constaté ça aussi Alors, je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais c'est vrai que les médicaments coûtent cher, et ça, c'est un frein énorme, surtout quand c'est des choses chroniques, où il faut avoir un traitement permanent, continu. Et donc ça, c'est pour les médicaments. Pour les consultations, dans les cliniques, c'est cher, dans tout ce qui est privé, c'est cher. À l'hôpital, de mémoire, à vérifier, il y a le guichet unique, où on vient, on paie et on peut accéder à différentes spécialités. Et parfois, l'État se débrouille pour que ce soit un moindre coût. L'État essaie de faire des efforts. Ça, il faut vraiment le reconnaître. On peut critiquer les équipements qu'il y a dans les hôpitaux, on peut critiquer la formation, on peut critiquer beaucoup de choses. Mais je pense qu'en termes d'accessibilité, l'État essaie de faire des efforts, de subventionner les médicaments, mais c'est vrai que c'est pas assez. On est dans des pays où les revenus sont très faibles. Exactement. Il y a des services sociaux aussi dans les hôpitaux qui peuvent aider un peu, mais il faut aussi passer par l'esprit de bienfaisance du public, de manière générale, par la solidarité. Exactement. Pour arriver à traiter les gens comme il faut. Et un élément aussi que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que de plus en plus, quand les gens s'organisent en tant qu'association, ça peut faire une différence. Mais il faut qu'il y ait des systèmes où on arrive à faire une solidarité qui puisse durer. C'est pas juste un événement qui permet de contribuer pour les gens et après on passe à autre chose. C'est ça, de la pérennité dans ces actions. Tout à fait. Quels conseils vous donneriez-vous aux familles et aux communautés pour soutenir les personnes atteintes de maladies dites psychiques, mentales? Je dirais que la première chose vraiment capitale, et qui est d'ailleurs à la base du métier de psychologue, c'est ne pas juger. S'il vous plaît, ne jugez pas les gens. Quoi que les gens vous disent. C'est pas parce que vous allez voir un psychologue que vous êtes fou. Non, ça n'a rien à voir. Pas de Parce jugement. qu'on sait que c'est cette... Moi, étant petite, qui est pareil comme les filles, je suis née en France, j'ai grandi en France, et à chaque fois qu'on parle de psychologie, dans nos familles en tout cas, c'est que ça veut dire que t'es fou. Donc ça, il faut vraiment l'enlever de votre tête. C'est important. Ne jugez pas les gens par rapport à leurs difficultés psychiques. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis aussi membre fondateur d'une association au Mali, Denal Kelal, qui est une association pour la promotion de la santé et du bien-être mental, qui a été fondée par des personnes d'horizons divers, des personnes qui sont dans la santé maternelle, des personnes qui sont dans la nutrition, des personnes qui sont dans l'enseignement, avec l'idée qu'il fallait vulgariser les savoirs sur le bien-être psychique. Donc il y a la santé psychique, il y a face aux troubles, face aux différents maux qu'on peut avoir, mais aussi la maintenance. Donc au quotidien, comment faire pour ne pas sombrer, comment faire pour aller bien. Ça, c'est un travail de vigilance. Donc la tolérance et la compréhension de l'ouverture, mais aussi la vigilance, s'informer et savoir que s'il y a tel signe, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très rassurant, et peut-être qu'il faut qu'on écoute la personne et qu'on l'encourage à aller voir des professionnels. Et une chose que je vais dire aussi, qui est une micro-critique par rapport à mon métier, c'est que ça peut ne pas coller avec les psychologues que vous allez voir. Ça peut être pour des tas de raisons. Ça peut être parce que vous êtes tombé sur une personne qui n'est pas super. Ça peut être parce que juste ça ne colle pas en termes de personnalité. Je dis que c'est une critique de mon métier parce que souvent, on veut persister à aller voir le même soignant ou à nous dire « Ah, on a vu un psychologue et ça n'a pas collé avec ce psychologue, donc c'est fini, ça s'arrête là. » Voilà, mauvaise expérience. Mais moi, je pense que les psychologues devraient encourager à s'informer et à tester d'autres psychologues ou d'autres spécialités si on sent que ça n'accroche pas, mais qu'on sent qu'il y a toujours le besoin de parler. C'est pas parce que vous avez vu un psychologue et vous avez une mauvaise expérience que ce sera pareil avec tous les psychologues. Et ce n'est pas parce que la psychologie a montré ses limites que vous devez arrêter de vous soucier de votre santé mentale. Le psychologue doit être le point de chute, le référent qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres endroits. Et c'est pour ça que les psychologues, je les encourage aussi à être ouverts là-dessus, à ne pas hésiter à dire, aller voir une personne qui fait de la relaxation, aller voir une personne... Du yoga. Voilà, du yoga, exactement. Il y a beaucoup de manières de faire les choses. Ouais.
C'est super intéressant. Alors, quels sont vos espoirs pour le Mali, pour l'Afrique? Mon espoir déjà, la santé mentale. Mon espoir déjà, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forment. Il y a beaucoup de psychologues, de plus en plus au Mali aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est la question de la supervision. C'est une chose de former les gens, c'est une autre chose de leur trouver un métier, C'est ça. ce qui est dur, et c'est une troisième chose encore de s'assurer que les gens fassent leur travail comme il La faut. continuité. Voilà, et pour les psychologues, il y a un aspect particulier qu'il y a pour d'autres métiers certes, mais d'autant plus pour les psychologues, qui est notre bien-être psychique à nous-mêmes, qu'on soit dans les conditions de s'occuper, d'entendre ce que les gens disent, et pour ça il faut de la supervision. Et ça c'est par exemple un chantier sur lequel moi j'aimerais beaucoup travailler, avec l'expérience que j'ai maintenant, qui est modérément longue on va dire, pouvoir proposer un espace à des psychologues maliens, africains, autres, pour s'exprimer, pour faire de l'analyse de pratique aussi, pour que ces personnes puissent faire leur travail encore mieux. Et je vois que les gens sont en train de se former, ça donne de l'espoir. Et bémol, mais espoir aussi, il y a des femmes qui se forment mais qui n'exercent pas en tant que psychologue, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc j'essaie d'avoir l'espoir que de plus en plus de femmes vont se former à ça. Les femmes, s'il vous plaît, Les futures psychologues, faites-le, femmes. il y a vraiment besoin de vous. Et on va essayer d'avoir de l'espoir sur ce sens-là. Et puis je pense qu'en exprimant à la population qu'il y a besoin de psychologues, Bien sûr. que les psychologues ont une place, ça va aussi encourager les gens à vouloir faire des études de psychologie et en les encourageant, en leur disant il y a des métiers pour vous lorsque vous aurez terminé. Ce ne sera pas juste un autre diplôme de sciences humaines qu'on a fait parce que ça nous intéresse et on est à la maison, on n'est pas en train de travailler. Et dernière question. Ok. Vas-y, Simba. Et du coup, on voudrait savoir comment nos associations pourraient en fait continuer à promouvoir en fait la santé mentale en Afrique. Est-ce que vous avez des pistes pour nous, Ben oui. pour qu'on puisse du coup inclure cet aspect-là dans nos actions? Une piste que j'ai, qui est la piste que mon association de santé mentale et de bien-être mental au Mali doit appliquer, d'ailleurs la balle est dans mon camp maintenant, Ouais. peut-être au moment où ce sera publié, ce sera déjà fait. Vous êtes tous témoins. Dans mon association, je dois former les gens pour qu'ils forment par la suite. Donc je pense que pour répondre à la question, la formation des gens dans les associations est vraiment capitale. Former ces personnes sur les problématiques de santé mentale. C'est ça. Et moi, je dois le faire dans mon association pour que les membres de mon association qui ne sont pas des professionnels de la santé mentale puissent parler de santé mentale à d'autres personnes, C'est ça. faire du dépistage, de la prévention et faire de l'orientation lorsque la nécessité est là. C'est ça. Et pour ça, à l'étape 1, il faut qu'il y ait un psychologue qui soit là pour former et par la suite, on continue La en transmission. cascade. Ouais, Super. exactement. Ben, vous avez entendu. Hein. Waouh. Meilleure réponse, la formation, c'est l'avenir en Afrique. Et puis c'est vrai que ça paraît un peu too much, mais la formation c'est vraiment l'avenir en termes de tout, hein. Pas Bien spécialement en psychologie. C'est donc voilà, essentiel. c'est vraiment Et puis on a des l'essentiel. opportunités aujourd'hui, on peut faire les choses en visio, C'est ça, on peut trouver des ressources sur Internet. c'est ça. Donc pour ceux d'entre nous qui ont le privilège d'avoir ces accès-là, on n'a plus d'excuses. Et puis on a des gens autour de nous qui souffrent, donc faisons ce pas, faisons-le pour ces personnes et faisons-le pour nous-mêmes aussi. Exactement. En tout cas, c'était très clair. Hein. Avez-vous d'autres questions, mesdames? Non, pas du franchement, tout. Je pense c'était que là, très c'était- enrichissant. c'était très intéressant, très enrichissant. Le docteur Konaré. Très clair. Très très clair. Pour cette Et interview de pertinent. qualité. C'est vrai. Avec plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup, docteur Konaré. Merci à vous de m'avoir On reçu. espère vraiment pouvoir faire des choses dans l'avenir avec votre association, qu'elle soit au Mali ou même avec vous. Ça serait un honneur, en tout cas pour nous. Voilà, pour Sumba, pour Aïssatou, pour moi. Et voilà, n'hésitez pas à suivre aussi le docteur Konaré. Je mettrai bien évidemment son Instagram, ses réseaux. Et puis si vous vous sentez pas bien et que cette vidéo elle tombe à pic, j'espère déjà, je vous souhaite la santé complète. Et n'hésitez pas à en parler auprès du docteur, voilà, qui vous dirigera comme il se doit et vous expliquera ce qu'il faut faire parce que nous autres, nous ne sommes pas professionnels. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous servir à toutes les personnes qui nous suivent et n'hésitez pas à partager. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, la santé mentale, quand ça va dedans, ça va partout. C'est vrai. Et quand ça va pas dedans, bah, ça va pas partout. Donc vraiment, soyez bien. N'ayez pas honte d'aller voir un psychologue, que ce soit le docteur Konaré ou autre. N'ayez pas honte de dire quand ça va pas. N'ayez pas honte de dire je suis fatiguée. N'ayez pas honte de tirer l'alarme quand ça ne va pas. Parce que je vous assure que quand on va bien dans la tête,
on est bien dans ses baskets, on est bien, et puis ça se voit en fait. Hein. Dites-vous que ça se voit même physiquement quand ça va pas. Donc voilà, merci beaucoup pour cette entrevue encore une fois. Merci. Et à très bientôt. Merci Soumba. Merci. Merci Aïssatou. Merci.